Quand on songe combien il est naturel et avantageux pour l'homme d'identifier sa langue et la réalité, on devine quel degré de sophistication il lui a fallu atteindre pour les dissocier et faire de chacune un objet d'étude. Ceci est une citation du livre d'André Martinet, Éléments de linguistique générale. Le documentaire que vous allez voir s'appelle Critique de la séparation. Il a été écrit et réalisé par Guy Debord. Les images sont d'André Mrugalski. Chantal Delattre a fait le montage. Ce film, achevé au mois de février 1961, est produit par la Dansk Fransk Experimental Film Company. On ne sait que dire. La suite des mots se refait et les gestes se reconnaissent en dehors de nous. Bien sûr, il y a des procédés maîtrisés, des résultats vérifiables. C'est très souvent amusant. Mais tant de choses que l'on voulait n'ont pas été atteintes, ou partiellement, et pas comme on le croyait. Quelle communication a-t-on désiré, ou connu, ou seulement simulé? Quel projet véritable a été perdu? Le spectacle cinématographique a ses règles qui permettent d'aboutir à des produits satisfaisants. Cependant, la réalité dont il faut partir, c'est l'insatisfaction. La fonction du cinéma est de présenter une fausse cohérence isolée, dramatique ou documentaire, comme remplacement d'une communication et d'une activité absente. Pour démystifier le cinéma documentaire, il faut dissoudre ce que l'on appelle son sujet. Une recette bien établie fait savoir que dans un film, tout ce qui est dit autrement que par l'image doit être répété, sinon le sens en échappera au spectateur. C'est possible. Mais cette incompréhension est partout dans les rencontres quotidiennes. Il faudrait préciser, mais le temps manque et l'on n'est pas sûr d'avoir été compris. Avant d'avoir su faire ou dire ce qu'il fallait, on s'est déjà éloigné. On a traversé la rue, on est allé outre-mer, on ne peut se reprendre. Après tous les temps morts et les moments perdus, restent ces paysages de cartes postales traversés sans fin, cette distance organisée entre chacun et tous. L'enfance, mais c'est ici, nous n'en sommes jamais sortis. Notre époque accumule des pouvoirs et se rêve rationnel. Mais personne ne reconnaît comme sien de tels pouvoirs. Il n'y a nulle part d'accès à l'âge adulte. Seulement la transformation possible, un jour, de cette longue inquiétude en sommeil mesuré. C'est parce que personne ne cesse d'être tenu en tutelle. La question n'est pas de constater que les gens vivent plus ou moins pauvrement, mais toujours d'une manière qui leur échappe. En même temps, c'est un monde où nous avons fait l'apprentissage du changement. Rien ne s'y arrête. Il apparaît sans cesse plus mobile. Et ceux qui le produisent,
jour après jour contre eux-mêmes, peuvent se l'approprier, je le sais bien. La seule aventure, disions-nous, c'est contester la totalité, dont le centre est cette façon de vivre, où nous pouvons faire l'essai mais non l'emploi de notre force. Finalement, aucune aventure ne se constitue directement pour nous. Elle participe d'abord, en tant qu'aventure, de l'ensemble des légendes transmises, par le cinéma ou autrement, de toute la pacotille spectaculaire de l'histoire. Avant la domination collective de l'environnement, il n'y a pas encore d'individus, mais des ombres hantant les choses qui leur sont anarchiquement données par d'autres. Nous rencontrons, dans des situations occasionnelles, des gens séparés qui vont au hasard. Leurs émotions divergentes se neutralisent et maintiennent leur solide environnement d'ennui. Aussi longtemps que nous ne pourrons faire nous-mêmes notre histoire, créer librement les situations, l'effort vers l'unité introduit d'autres ruptures. La recherche d'une activité centrale en vient à constituer quelques spécialisations nouvelles. Et quelques rencontres seules furent comme des signaux venus d'une vie plus intense qui n'a pas été vraiment trouvée. Ce qui n'a pu être oublié reparaît dans les rêves. À la fin de ce genre de rêve, dans le demi-sommeil, les événements sont encore tenus pour réels un bref instant. Et les réactions qu'ils appelleraient se précisent plus exactement, plus raisonnablement, comme, tant de matin, le souvenir de ce que l'on a bu la veille. Ensuite vient la conscience que tout est faux, que ce n'est qu'un rêve, qu'il n'y a pas de fait nouveau, pas de retour vers cela, pas de prise. Ces rêves sont des éclats du passé non résolu. Ils éclairent unilatéralement des moments autrefois vécus dans la confusion et le doute. Ils font une publicité sans nuance pour ceux de nos besoins qui sont devenus sans réponse. Voici la lumière du jour et des perspectives qui, maintenant, ne signifient plus rien. Les secteurs d'une ville sont à un certain niveau lisibles, mais le sens qu'ils ont eu pour nous, personnellement, est intransmissible, comme toute cette clandestinité de la vie privée, sur laquelle on ne possède jamais que des documents dérisoires. L'information officielle est ailleurs. La société se renvoie sa propre image historique seulement comme l'histoire superficielle et statique de ses dirigeants, ceux qui incarnent la fatalité extérieure de ce qui se fait. Le secteur des dirigeants est celui-là même du spectacle. Le cinéma leur va bien. D'ailleurs, le cinéma propose partout des conduites exemplaires, fait des héros, sur le même vieux modèle que ceux-ci, avec tout ce qu'ils touchent. Pourtant, tout équilibre existant est remis en question chaque fois que des hommes inconnus essaient de vivre autrement. Mais toujours ce fut au loin. On l'apprend par les journaux, par les actualités. On reste à l'extérieur de ceci, comme devant un spectacle de plus. Nous en sommes séparés par notre propre non-intervention. C'est assez décevant quant à nous-mêmes. À quel moment le choix a-t-il tardé? Quand l'occasion a-t-elle été manquée? Nous n'avons pas trouvé les armes qu'il fallait. Nous avons laissé faire. J'ai laissé faire le temps, j'ai laissé perdre ce qu'il fallait défendre.
Cette critique générale de la séparation contient évidemment et recouvre quelques données particulières de la mémoire, une peine moins reconnue, la conscience d'une indignité moins explicable. De quelle séparation précise s'agissait-il? Comme nous avons vécu vite, c'est à ce point de notre histoire irréfléchie que je nous revois. Tout ce qui concerne la sphère de la perte, c'est-à-dire aussi bien ce que j'ai perdu de moi-même, le temps passé, et la disparition, la fuite, et plus généralement l'écoulement des choses, et même au sens social dominant, au sens donc le plus vulgaire de l'emploi du temps, ce qui s'appelle le temps perdu, rencontre étrangement dans cette ancienne expression militaire en enfant perdu, rencontre la sphère de la découverte, de l'exploration d'un terrain inconnu, toutes les formes de la recherche, de l'aventure, de l'avant-garde. C'est à ce carrefour que nous nous sommes trouvés et perdus. Tout ceci, il faut en convenir, n'est pas clair. C'est un monologue d'ivrogne, tout à fait classique, avec ses allusions incompréhensibles et son débit fatigant, avec ses phrases vaines qui n'attendent pas de réponse et ses explications sentencieuses et ses silences. La pauvreté des moyens est chargée d'exprimer sans phare la scandaleuse pauvreté du sujet. Généralement, les événements qui arrivent dans l'existence individuelle telle qu'elle est organisée, ceux qui nous concernent réellement et exigent notre adhésion, sont précisément ceux qui ne méritent rien de plus que de nous trouver spectateurs distants et ennuyés, indifférents. Au contraire, la situation qui est vue à travers une transposition artistique quelconque est assez souvent ce qui attire, ce qui mériterait que l'on devînt acteur, participant. Voilà un paradoxe à renverser, à remettre sur ses pieds. C'est cela qu'il faut réaliser dans les actes, et ce spectacle du passé fragmentaire et filtré, idiot, plein de bruit et de fureur, il n'est pas question de le transmettre maintenant, de le rendre, comme on dit, dans un autre spectacle ordonné, qui jouerait le jeu de la compréhension réglée et de la participation. Non. Toute expression artistique cohérente exprime déjà la cohérence du passé, la passivité. Il convient de détruire la mémoire dans l'art, de ruiner les conventions de sa communication, de démoraliser ses amateurs. Quel travail! Comme dans la vision brouillée de l'alcool, la mémoire et le langage du film se défont ensemble. À l'extrême, la subjectivité malheureuse se renverse en une certaine sorte d'objectivité, un document sur les conditions de la non-communication. Par exemple, je ne parle pas d'elle. Faux visage, faux rapport. Un personnage réel est séparé de qui l'interprète, ne serait-ce que par le temps passé entre l'événement et son évocation, par une distance qui grandira toujours, qui grandit en ce moment. Comme l'expression conservée reste elle-même en tout cas séparée de ceux qui l'entendent, abstraitement et sans pouvoir sur elle. Le spectacle, dans toute son étendue, c'est l'époque, dans laquelle une certaine jeunesse s'est reconnue, le décalage entre cette image et les résultats. Quel aspect, quel goût, quel refus et quel projet la définissaient alors, et puis comment elle s'est avancée dans la vie courante. On n'a rien inventé, on s'adapte avec quelques nuances dans le réseau des parcours possibles. On s'habitue, semble-t-il.
retour d'une entreprise, toutes gens du monde ont moins de cœur qu'à l'aller. Beaux enfants, l'aventure est morte. Qui résistera? Il faut aller plus loin que cette défaite partielle, bien sûr. Et comment faire? C'est un film qui s'interrompt mais ne s'achève pas. Toutes les conclusions sont encore à tirer, les calculs à refaire. Le problème continue d'être posé, son énoncé se complique, il faut recourir à d'autres moyens. Ce message informel, de même qu'il n'avait pas de raison profonde de commencer, de même n'en a pas de finir. Je commence à peine à vous faire comprendre que je ne veux pas jouer ce jeu-là.